One, two, three, funky. Bienvenue sur Exclusive, le podcast des cyber TDS. Merci de me rejoindre sur ce format afin de parler de l'univers des webmodèles, créatrices et créateurs de contenu pour adultes. On parle ici d'expériences de vie, de tips entre collègues, de bien-être, de culture, d'events, d'émancipation et bien d'autres sujets dans un espace safe. Moi c'est Nélane, je suis camgirl depuis 6 ans et dans cet épisode, je rencontre Mathilde Navarro qui est une personne résiliente, bienveillante avec une belle aura. Je vous propose une écoute autour du body positive, de l'univers de la mode et ce que cela implique de vivre dans une société grossophobe. Mathilde, bienvenue et encore merci de partager ta vision du monde. Je suis ravie d'échanger avec toi sur tes passions et ton expérience de vie. Pour commencer, je vais te laisser présenter ton parcours dans les grandes lignes jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc moi j'appelle Mathilde Navarro, j'ai 25 ans, bientôt 26 dans une semaine. Je viens de Montpellier, de base. J'ai fait mes études là-bas et je suis montée sur Paris en fait pour mes études supérieures que j'ai fait dans la mode. J'ai fait mon bachelor et mon master dans la mode, plus dans la création au niveau de mon bachelor et plus dans le management et création d'entreprise au niveau master. Et à l'heure actuelle, je suis donc du coup freelance en communication et en stylisme. Je travaille aussi, j'ai aussi un CDI à côté et donc du coup j'ai commencé en fait en 2021 avec une amie la création de contenu pour adultes sur Mime et donc du coup j'ai continué, ensuite on a continué à deux, puis ensuite je me suis dissociée parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'ai repris seule et donc du coup en gros depuis 2021 j'ai toujours été là-dedans, donc je revenais, je repartais, et je suis revenue vraiment il y a 2 ans du coup, où là ça fait 2 ans où je suis régulière. Donc c'est ma plus longue période, on va dire, d'activité en tant que TDS. Ça fait 2 ans où je suis vraiment purement sur Mime et OnlyFans. Et voilà. Alors, tu as énuméré beaucoup d'activités professionnelles que tu as en même temps. Laquelle est ton activité principale, avec laquelle tu gagnes de l'argent? Ma freelance, c'est mon CDI. Ok. Le TDS à l'heure actuelle est un side job. Je suis loin de gagner ma vie avec, mais c'est un travail qui pour moi qui m'est très stimulant, créativement parlant, et au niveau entrepreneuriat parce que j'aime beaucoup ça, le fait de devoir gérer un peu tout ça, créer les contenus ou parler, etc. J'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que peut-être dans la visibilité, c'est que peut-être que je dépense plus que je ne gagne, on va dire, au niveau temps, création, etc. J'ai de la chance, je touche du bois. J'ai des clients qui sont hyper sympas et très compréhensifs sur beaucoup de choses, donc du coup, ça change la vie. Je suis d'accord, la fanbase. C'est ça, non mais vraiment. Non mais en fait, j'ai déjà eu des discussions avec mes amis, avec mon entourage qui savent que je fais du création de contenu pour adultes et ils me demandent vraiment les hommes, comment est-ce qu'on parle. Je dis, en fait, moi, les pires que j'ai eus, c'était ceux qui étaient sur mon Instagram ou les choses comme ça, mais ceux qui achètent mon contenu ou qui prennent des abonnements à mes plateformes, c'est les plus adorables. Bien sûr, il y a toujours des connards, hein, ça, évidemment, mais sur 100%, je crois que je vais être à 90% de personnes qui sont vraiment adorables, compréhensifs, parce que j'ai eu des moments de baisse, donc j'étais moins présente, mais ils ont quand même gardé leur abonnement pour me soutenir. Enfin, bref, il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que j'apprécie beaucoup ce côté-là, et je me rends compte que c'est agréable d'avoir je m'éparpille, hein, mais d'avoir des hommes qui comprennent ce que tu fais et qui ont la notion aussi de ce que tu engages et de ce que tu promeus, etc. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que je fais une petite aparté là-dessus, mais il faudrait vraiment avoir une discussion sur genre, les différentes catégories qu'il y a dans le virtuel, le TDS virtuel, parce que ce que tu me décris des hommes sur OnlyFans ou Mime, franchement, c'est pas la même chose que je vis quand je suis en cam. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais bon, c'est une discussion à part, mais c'est intéressant parce que t'es pas la première à me dire ça, mais qui travaille sur les plateformes de ce type-là, tu vois, qui me dit les hommes que je rencontre sur ces plateformes-là, ils sont, je vais pas utiliser le terme géniaux, mais en tout cas, ils sont respectueux du travail, etc., etc.
Ouais, genre quand t'es en cam, ah ouais, c'est. Ah ouais, à ce point. Mais Ah ouais, si un jour t'as du temps, voilà, juste avec grand viens plaisir. sur un live pour regarder comment Ok. ça se passe. Tu vas voir, ouais, c'est folklorique. Après, franchement, les rooms, en fait, là où les filles travaillent, où les mecs travaillent, on appelle Mhm. ça des rooms. Et en fait, ça reflète vraiment la personne qui a le modèle, quoi. Les Ouais. rooms, les gens que tu vas retrouver dessus, ça reflète vraiment Ok. les Ok. modèles. Bon, on ferme Aparté la close. parenthèse, mais voilà. Alors, je me suis un petit peu renseignée des peu d'informations que tu mets sur Internet et de chercher un petit peu des trucs sur lesquels je pourrais aller creuser un peu. Et j'ai découvert que tu fais de la danse depuis plusieurs années. Tu as Ouais. commencé la danse orientale à l'âge de 13 ans. Tu Ouais. as fait du health, puis ensuite du cabaret burlesque. Ouais. Enfin, des cours de ballet, c'est ça? Oui. Ouais. Et large. Large. En fait, il faut savoir que la danse, avec moi, c'est une histoire un peu conflictuelle. C'est que j'en ai toujours voulu en faire depuis que je suis toute petite, vraiment toute petite. J'ai toujours, entre parenthèses, idolâtré la danse le ballet. Je trouvais ça magnifique, majestueux. Je suis déjà allée voir un ballet, enfin, les costumes, enfin bref, tout est incroyable. Mais avec mon corps qui est gros, je me suis jamais sentie légitime à demander à mes parents de m'inscrire à des cours de danse. Sachant personnellement qu'ils m'auraient jamais dit non, mais j'ai mis du temps avant de dire je veux faire de la danse. Donc j'ai commencé à mon adolescence à faire de la danse orientale, du coup pendant 1 an et demi, quand j'étais à Montpellier, et j'ai adoré. Et ensuite, j'ai arrêté parce que je n'arrivais plus à suivre, parce que mes parents divorçaient à ce moment-là, donc j'ai eu plein de petits soucis perso qui ont fait que je n'arrivais plus à suivre. Et en fait, ce n'est que en arrivant sur Paris où j'ai commencé le heels. J'ai testé plusieurs danses, le heels, surtout le heels et le cabaret, et je me suis sentie vraiment bien, mais il me manquait un truc. Et là, dernièrement, ça va faire 1 an du coup que je travaille, donc c'est une de mes clientes, pardon, que j'ai découvert, c'est le studio de danse The Field, qui fait de la danse, mais vraiment multi-danse, multi-pratique, etc., dont des cours de ballet. Et j'ai fait mes premiers pas là-bas. Et donc, elle s'appelle Pauline. Pauline m'a dit que le professeur a pensé que j'avais déjà fait des cours de ballet, alors que c'était mon premier cours. Et ça a été pour moi le meilleur compliment que j'ai jamais eu. J'avais le sourire comme ça pendant 2 semaines, j'étais heureuse. Et même, c'est vrai, j'ai des facilités à sortir certaines choses, et je me rends compte que en fait, je me suis brimée à cause de la société et de l'industrie de la danse qui te dit pas t'es welcome, quoi. Genre, t'as pas le corps qu'il faut, donc du coup, voilà. Donc, depuis que j'ai travaillé avec elle et que je vois un peu l'envers du décor de son studio, etc., je m'octroie la possibilité de faire de la danse. Et si dans un monde, je ne sais pas comment le monde arrivera, si un jour je deviens semi-pro, voire pro en danse, ben je le ferai. Voilà. Alors que c'est quelque chose que j'avais enfoui en fondement, c'est un rêve, un fantasme que j'aurais jamais parce que je n'ai pas le corps pour, parce que je suis pas bien vue dans l'industrie de la danse et dans la société. Du coup, je m'octroyais pas du tout ça comme une possibilité de choix de carrière. T'en fais combien de fois par mois, par semaine? Par semaine, j'ai au minima 2 cours de danse. J'ai un cours de floor work, donc c'est de la danse au sol, dans lequel Ok. je me sens vraiment super bien, et c'est vraiment une pratique la pratique de danse que j'aime le plus, et donc de la barre au sol. Donc c'est des cours de ballet, mais vraiment on est au sol du coup. Et donc du coup je travaille là-dessus. Et sinon après j'essaye de faire de la musculation qui est là-bas ou tout. Mais sinon, j'ai au moins 2 cours. Et là, j'aimerais m'essayer au twerk, j'avoue. J'avoue, j'aimerais m'essayer au twerk. Je me dis, j'ai un boule qui est là, autant l'utiliser. Ce serait trop dommage de ne pas l'utiliser. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu t'expliques et tu me dis si je me trompe, hein, que Ouais. en fait, c'est le regard des autres qui fait que tu te sentais pas légitime à aller sur le terrain de l'expression corporelle, notamment la danse, quoi. Moi, quand j'ai passé mon bac, j'avais une option art danse. Donc, pendant tout le lycée, on a fait que ça, quoi.
tout type de danse. Et en fait, on voyait les différents corps en mouvement, tu vois. Et en fait, moi, ça m'avait jamais interpellée de me dire tel ou tel corps a le droit de danser ou pas. Je vais donner la référence de Maggie Marin, peut-être que ça va pas te parler, mais en fait, c'est une chorégraphe contemporaine qui, elle, pour le coup, fait danser tout type de corps, tu vois. Et, moi, je me suis toujours dit, en fait, c'est un moyen d'expression, tu vois. Donc, à quel moment il y aurait plus un corps ou un autre qui soit légitime de le faire. Ouais. Mais quand je suis arrivée en France, parce que j'ai pas toujours vécu en France, quand je suis arrivée en France, là, j'ai compris que tout le monde n'arrivait pas à se mouvoir. Je me suis dit, non. Et puis surtout en France, on est très fermé d'esprit, on va pas se mentir. On est très en retard sur beaucoup de choses. Et surtout que moi, comme à la base, moi c'était le ballet. Mais quand je voyais les filles et les garçons, ils étaient tous très minces ou très longilignes. Et donc, du coup, j'avais pas de représentation et j'avais pas ce courage-là à l'époque de vouloir être cette représentation-là. Je n'avais pas assez confiance en moi pour être la fille grosse du cours de ballet. Et en plus, moi, dans l'histoire, c'est que j'ai su très tôt que mon corps était différent. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun bon souvenir de ma maternelle. Pour moi, je vois que des souvenirs de moi en train de pleurer à chaque récré parce qu'on me traitait de grosse. Donc, très, très jeune, j'ai conscientisé le fait que j'avais un corps gros et que j'étais différente. Du coup, oui, effectivement, ça laisse pas trop le choix derrière de trouver, de choisir le moyen d'expression qu'on veut, quoi. Non, au final, c'est très compliqué. Donc, du coup, j'ai fait du judo, de la natation, j'ai fait de l'équitation pendant quasiment 10 ans et j'ai fait de la compétition. Donc, je me suis vraiment beaucoup découverte là-dedans. C'est vraiment, à l'heure actuelle, j'ai même des moments où ça me manque d'en faire. Je le ferai sûrement différemment par rapport à ce que je faisais avant, mais le contact avec l'animal, ça me manque beaucoup. J'aime beaucoup ça. Alors, il y a moi une question qui m'est venue quand j'ai fait la trame, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a t'en as parlé un petit peu en substance, mais en fait, c'est tout ce qui tourne autour de la fétichisation des corps gros, quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de fétichisation. En fait, avant, j'ai l'impression qu'on cachait, on essayait d'invisibiliser, voilà, c'est pas le bon mot, cacher, mais invisibiliser les corps gros. Maintenant, on est plus dans la fétichisation autour des corps gros, notamment le BBW, donc le Big Beautiful Woman, chez les femmes. Est-ce que pour toi, c'est un concept positif ou négatif ? Moi, personnellement, je le vois comme quelque chose d'assez négatif. Parce que en tant que personne grosse, on n'est pas aimé, soit on est fétichisé. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit on n'existe pas, soit on est un objet de désir. Et dans les deux cas, on n'est pas considéré comme des humains. Donc du coup, on est dans deux extrêmes sur lesquels on ne nous considère pas comme des femmes ou des hommes, d'ailleurs, comme une personne à part entière avec des émotions, des sentiments, une envie, des désirs, etc. Non, c'est vraiment soit on n'existe pas, soit on est un objet. Du coup, c'est aussi une des raisons du pourquoi je me suis lancée dans le TDS. C'était une manière de moi de me réapproprier cette fétichisation et aussi de l'utiliser à ma manière. C'est-à-dire que si je dois me fétichiser parce que je sais que ça vend, je le fais parce que je suis de manière consciente et pas parce qu'on me l'impose. Et donc du coup, j'avais déjà fait un post là-dessus, je crois, sur Instagram, sur ça, et qu'en gros, en fait, c'était un peu BBW, c'est un peu la cage dorée, c'est qu'on a l'impression qu'enfin on accepte les personnes grosses, mais en fait, c'est comme les catégories où on n'a que des catégories des personnes noires, des catégories des personnes arabes. Je trouve ça, voilà, je comprends pas, moi. Personnellement, j'arrive pas à comprendre, je comprends pas ce genre de catégorisation de personnes, alors que les personnes blanches, minces et blanches, on va les mettre partout, et elles sont pas plus catégorisées que ça. Donc du coup, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, sur ce côté-là. Autant BBW que personnes noires et personnes arabes, quoi, qu'on les catégorise. Je trouve ça, vraiment, c'est remettre un corps à un objet ou une personne à un objet de désir. On peut être désirant, enfin, on peut aimer les personnes grosses, être plus attiré par ce physique-là, et même moi, je suis plus attirée par les personnes grosses, mais je vais pas aller fétichiser cette personne-là, comme les feeder-fiddy. Je sais pas si tu vois un peu ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer ? Feeder-fiddy, en fait, ça vient des États-Unis. En gros, généralement, c'est l'homme, le feeder, et fiddy, c'est la femme.
c'est que le feeder prend du plaisir à donner à manger et à faire grossir la fille. Ah ouais, non, je connaissais pas. Voilà, et en gros, c'est tout un aspect de domination, soumission, un peu là-dessus, sur l'alimentation, etc. Et moi, j'avoue, ayant eu et ayant des TCA, c'est quelque chose qui me répugne plus ou moins. Et en plus, comme c'est généralement toujours l'homme qui est le feeder et la femme la fille, il y a encore ce côté-là un peu de domination-soumission que j'aime pas du tout. Et ce côté de vouloir faire grossir une personne, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce concept-là. Et c'est un des rares sujets où je suis très réfractaire à la conversation parce que ça me trigger énormément. Donc du coup, pour moi, le système de BBW je l'utilise. Je crois que je l'utilise même pas parce que j'aime pas du tout ce concept-là et j'ai jamais été dans cette catégorie parce que j'ai pas envie de voir ce qu'ils font. Parce que je sais déjà que ça va me triggerer énormément. Est-ce que pour toi, du coup, ce genre de concept, on a parlé du BBW et de l'autre que j'arrive pas à dire, mais est-ce que pour toi, c'est une énième manière de capitaliser sur les corps gros? Franchement, je pense que c'est une manière, clairement, oui, mais c'est aussi une manière de les contrôler encore. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans ces catégories-là qu'on accepte de les voir. Et généralement, c'est dans des catégories où c'est hyper fétichisé, avec un point de vue très patriarcal, très misogyne. On va aller sur des côtés, sur des préjugés qu'on a sur les personnes grosses. On va pointer on va pointer ça et on va même l'exagérer. Donc du coup, pour moi, enfin, si on compare un peu là, ça, c'est comme vous savez, les mannequins qu'on a sur le magazine, c'est que des mannequins qui sont acceptablement grosses. Voilà. On va y venir, mais oui, je suis d'accord. Voilà. Donc du coup, pour moi, c'est juste une manière de capitaliser sur l'acceptablement gros. Okay. Et en gros, c'est une fausse porte en disant on vous accepte. En fait, on vous accepte que dans une toute petite porte, alors que la porte du monde, elle est comme ça et non, vous prend que ça, tu vois. Et c'est toute petite porte nous laisse croire qu'on va être accepté, on nous laisse voir une sorte de petite lueur qui devrait nous suffire, mais qui m'a suffi à un moment donné parce que je pensais que j'avais le droit qu'à ça. Mais en fait, quand tu commences à prendre du recul et à voir l'immensité du monde, tu fais, mais en fait, j'ai même pas 1% de ce que je peux avoir. C'est quoi ta définition du body positive, si tu en as une? Alors, et c'est quoi les dérives qu'il pourrait y avoir? Ok. Alors, moi, la définition du body positive, c'est le fait que tout le monde, de n'importe quel corps, n'importe quelle morphologie, se sente accepté, valorisé et s'aime aussi beaucoup. Le mouvement de body positive est quand même venu du corps gros, mais c'est vrai que maintenant il a évolué et même si la racine vient du corps gros, c'est très important de ne pas l'oublier. Moi, je sais que maintenant le body positive, je parle pour tout le monde parce que je sais que on n'est pas tous bien dans sa peau. Même si normalement dans les standards de beauté, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on est moins à l'aise ou parce que la vision qu'on a, etc. Donc pour moi, c'est particulièrement les corps gros, mais pour tous les corps, pour toutes les personnes qui se sentent marginalisées pour quelconque raison, du fait qu'ils n'ont pas un corps normé, de se sentir légitimés en fait et de se sentir acceptés et aimés et vus surtout aussi. C'est ça le plus important. Et les dérives. Du coup, les dérives, ça serait le trop plein de body positive. C'est le fait qu'on n'a pas le droit de pas s'aimer aujourd'hui. Dans le sens où, pour moi, le body positive, c'est aussi accepter qu'il y a des jours où il y a pas. Il y a des jours sans et des jours avec. Et que c'est pas grave. Et qu'au contraire, c'est humain, qu'il y ait des jours où tu n'arrives pas à te voir dans le miroir ou que tu t'aimes moins. C'est OK. Donc c'est le côté peut-être trop positif du mouvement, trop dans l'obligation, non, tu es obligé de t'aimer, c'est pas bien que tu t'aimes pas, voilà. Oui, ok, c'est sûr que on s'aime pas pour X ou Y injonction de la société ou X ou Y regard des gens, etc. Mais on a aussi le droit d'avoir des jours où on se sent pas hyper bien, etc. Mais c'est pas grave. Dans le sens, c'est qu'il y a des jours où, comme il y a des jours où on se lève du mauvais pied, quoi. C'est pareil. Donc je dirais le côté à trop vouloir ce que les gens s'aiment. Il faut accepter aussi qu'il y a des gens où ça va leur demander plus de temps
Enfin, ça va être un chemin plus long, un chemin plus compliqué. Il faut accepter aussi que chacun avance à sa vitesse et que souvent nos bagages émotionnels, on n'a pas forcément le même départ. Du coup, accepter que aussi que ce qui a fonctionné sur toi va peut-être pas fonctionner sur les autres, mais que de manière générale, on est tous là dans le body positif à se tenir la main et on avance petit à petit. Et puis s'il faut qu'on ralentisse pour que l'autre personne nous suive, on ralentira. Mais le but, c'est, pour moi, le body positif, c'est de se sentir bien dans son corps. Après, de la manière dont tu veux le faire, que ce soit là par exemple par rapport au TDS, par rapport à différentes choses de ta vie, le but c'est que tu te sens en accord avec toi-même. Il y a ce mot qui est un peu tabou pour les personnes qui savent pas trop comment l'aborder, c'est le mot gros. Moi, je me suis déjà retrouvée face à des réactions de personnes qui utilisent ce mot pour en décrire une autre et qui tout de suite s'excusent en disant non, mais c'est pas ce que je veux dire. Voilà, il est un peu perçu de manière péjorative. Est-ce que gros, c'est une insulte? Gros, ce n'est pas une insulte. C'est comme mince, c'est la même chose. Le mot gros devient une insulte dans la manière dont comment tu l'utilises dans ta phrase et dans ton discours. Sale gros, c'est une insulte. Mais dire cette personne-là est grosse, s'il n'y a pas de sous-entendu ou c'est juste un fait. Et par exemple, je suis gros, c'est une insulte. Pas de gros, c'est juste je suis gros, c'est un fait. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter que le mot grosse, parce que moi, pendant très longtemps, pour moi, le mot gros était une insulte. Pour n'importe quelle phrase, j'utilisais le mot enrobé ou ronde, des mots, on va dire, parallèles à ça, qui étaient plus socialement acceptés. Et en fait, le fait de se réapproprier ce mot-là m'a beaucoup aidée parce que je me suis rendu compte que je me faisais de l'autogrossophobie, en fait. Le fait de vouloir dire qu'une personne est ronde ou moi c'est le mot qui m'horripile, c'est enrobé. J'avoue, je trouve que ce mot est plus insultant que de dire cette personne est grosse. C'est en gros sous-entendu de j'ai pas envie de dire gros parce que j'ai pas que ce soit une insulte, donc généralement c'est des personnes qui sont très maladroits et qui ont une mauvaise estime des personnes grosses du coup. Et j'aime pas du tout ce terme-là, moi il me hérisse les poils. Donc du coup, gros, c'est pas une insulte. C'est suivant la phrase, le contexte que tu utilises, ça peut devenir une insulte. Mais je pense que c'est très important en tant que personne grosse, et que ce soit homme, femme ou non-binaire, c'est qu'on se réapproprie ce terme. C'est un adjectif qualificatif, si je ne me trompe pas dans ma langue française. Donc du coup, il n'y a rien d'insultant à dire qu'une personne est grosse, c'est un fait, c'est comme ça. Et je pense que même c'est guérisseur en tant que personne grosse, de se dire je peux l'utiliser pour moi sans penser, sans le prendre comme une insulte. Je pense que c'est important de le dire et que ça vienne d'une personne qui est concernée. Parce que pour le coup, on n'a pas tous été éduqués de la même manière et on n'a pas tous les mêmes parcours de vie et tout, mais je veux dire, oui, moi j'ai l'impression que ce mot, il est souvent perçu pour faire du mal à l'autre. Et qu'il faut un petit peu, alors c'est peut-être pas le bon mot de désacraliser, mais en tout cas le recontextualiser. C'est ça. Pour que du coup on soit pas mal à l'aise quand on utilise juste un adjectif qualificatif, quoi. C'est ça. Et c'est juste qu'on a tellement de préjugés sur ça, sur ce mot-là. En fait, il y a tellement une je sais pas comment expliquer ça, mais un gros nœud sociétal autour de ce mot-là, qui fait que c'est bien vu de mincir, mais c'est mal vu de grossir. Donc du coup, on a le mot grossir ou gros, c'est péjoratif, c'est t'as grossi. Alors que quand tu mincis, tu fais t'as minci, c'est génial, t'es en bonne santé, trop bien. Donc, alors qu'on devrait s'abstenir. Oui, non, mais vraiment, déjà les commentaires sur ça, on devrait même pas le faire. Mais c'est que de base, dans notre langage, qu'on le veuille ou non, même sans dire qu'une personne est grosse, le mot gros est péjoratif. Donc du coup, dire qu'une personne est grosse, c'est souvent vu comme péjoratif. Alors que non. Ouais, mais ça fait lien direct en fait avec la question que j'allais te poser. C'était est-ce qu'il y a un amalgame entre santé, grossophobie et politique publique en France en fait? Clairement. On associe beaucoup aux personnes grosses à être en mauvaise santé, à manger mal, à être feignant, plein de préjugés qui nous collent à la peau depuis des années et des siècles.
Mais c'est totalement faux. Alors oui, il y a des personnes grosses qui sont malades, mais c'est pas forcément lié à leur poids. Comme il y a des personnes minces qui sont malades et c'est pas forcément lié à leur poids non plus. Donc du coup, il y a plein de choses où il faut retirer. Et puis en plus, on se rend compte que les personnes grosses sont malades parce qu'elles ont été mal soignées par les médecins qui sont grossophobes, parce qu'ils considèrent que, par exemple, un mal de genou, c'est parce que vous avez trop de poids, vous devez en perdre. Alors que peut-être qu'il y a un vrai problème au niveau de la rotule et que c'est pas du tout lié au poids. On va sous-estimer l'état de santé d'une personne grosse en disant vous avez un rhume. En gros, si vous avez un rhume, c'est votre poids. Je schématise énormément, mais c'est déjà arrivé. Donc oui, il y a énormément de grossophobie dans la société, grossophobie médicale qui fait que oui, les personnes grosses peuvent être malades et être rudement malades parce qu'elles n'ont pas été prises au sérieux dès le départ. C'est souvent ça. Et il y a la grossophobie. Enfin, de manière générale, il y a énormément de grossophobie dans notre société, que ça soit française, européenne ou n'importe. C'est surtout à l'heure actuelle avec la recrudescence de la tendance de l'héroïne chic des années 2000 où c'est vraiment très mince, etc. Là, en fait, il y a des gens qui se cachent même plus de leur grossophobie sur les réseaux. C'est en gros, je préfère être malade qu'être gros. C'est ça. Je préfère être moche qu'être gros. Je préfère, il y a une grossophobie qui ressurgit à l'heure actuelle et en plus avec, mais de manière complètement décomplexée et les gens ne s'excusent même plus. C'est comme, je trouve, la montée du racisme, etc. C'est encore plein de choses, mais on est dans une ère, je pense, où tout ça fait que quand t'as des choses qui augmentent, t'as l'autre qui augmente aussi, et ça montre aussi l'image de notre société à l'heure actuelle. C'est qu'on est vraiment dans une ère où on se dit, oui, on est libre, on est machin, etc. Mais quand tu regardes vraiment au fin fond des choses, il y a plein de choses qui font que, sociétalement parlant et humainement parlant, on a régressé, mais énormément, et que on se retrouve à l'heure actuelle à faire 10 pas en arrière, alors qu'il y a 2 ans, on en faisait 10 en avant, quoi. Mais en gros, oui, il y a tout ça a un lien. Et tout ça a une grossophobie sous-jacente dans toutes les strates de notre société, clairement. Je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, ça me fait beaucoup écho. J'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec un de mes proches. Et pour le coup, cette personne, alors moi, je l'ai interprété comme ça. Pour moi, c'était un discours grossophobe. Parce que cette personne a une nièce qui est adolescente et qui est grosse, voilà, qui a un surpoids. Et je sais pas si on peut dire un surpoids, mais en tout cas, elle est grosse. Et en fait, elle va faire de la randonnée, des choses comme ça, tu vois. Et pour le coup, cette personne me disait, oui, il faudrait qu'elle perde du poids parce que pour sa santé, ce serait mieux, etc., etc. Et du coup, moi, j'ai réagi en lui disant que c'était pas normal comme discours et que en soi, même si c'est ce qu'il pense, elle n'est pas obligée de le partager déjà. Et ensuite, que du moment qu'elle le vit bien, qu'elle n'a pas de problème de santé, en fait, il n'y a pas de raison pourquoi elle devrait être mince, absolument, tu vois. Ouais. Et là, s'est enchaîné un discours scientifique mon Dieu. derrière lequel on a bien se cacher généralement. Pour tout type de discrimination d'ailleurs, hein, ça marche. Oui, clairement. Qui a été oui, mais le nombre d'attaques cardiaques qu'il y a, etc., etc. Moi j'ai pas enchéri, etc. Parce que j'ai pas eu l'impression que la personne était ouverte la discussion, d'autres types de pensées. Mais moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu en penses et quel type de réaction, en fait, on est censé avoir face à des personnes qui sont, alors, peut-être des fois butées, mais d'autres fois qui sont ignorantes du truc, tu vois. Ouais, je pense qu'on sent direct si la personne est ignorante ou elle est butée. Ou si c'est de la grossophobie cachée ou si c'est purement de l'inquiétude et de l'ignorance. Tu peux t'inquiéter sur une personne qui a un surpoids sur sa santé. Ok, parce qu'on va pas se mentir, être en surpoids t'amène des soucis de santé, d'articulation, etc. Faut pas se mentir aussi, là, faut pas se leurrer là-dessus. Mais dire qu'elle sera profondément mieux et en meilleure santé en étant maigrissant est faux. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui ont perdu du poids en pensant aller mieux et au final, ça leur a causé plein de soucis de santé mentale. Parce qu'en fait, ils se retrouvaient pas dans le miroir, ils se sentaient pas mieux, ils sont tombés en dépression. Enfin bref, ça amène d'autres soucis de santé.
certes pas physiques, mais mentaux. Alors moi, généralement, ce genre de personnes, c'est comme les personnes racistes ou misogynes, etc. Il faut avoir un discours qui soit aux petits oignons, c'est-à-dire que dès qu'ils ont quelque chose, il faut qu'on réplique à quelque chose ou que ça leur coupe le bec, tu vois. Genre, c'est genre en mode, ils essaient de donner un exemple, toi, tu fais le contre-exemple de fou malade, ils peuvent pas répondre parce qu'ils savent que t'as raison et que eux, ils ont complètement tort, mais ils voudront jamais avouer qu'ils ont tort parce que c'est des gens qui ont un ego surdimensionné. Donc moi, généralement, c'est des personnes sur lesquelles, si je sens que je peux pas avoir de discussion, je ne vais pas dans la discussion. Parce que c'est quelque chose c'est ma manière de faire, c'est parce que je sais que je vais perdre plus mon énergie et perdre mon temps et ça va m'énerver, je vais monter en pression et le temps que je redescende après derrière, ça va prendre des heures. Donc je préfère rien dire et au pire, je préfère aller voir la personne concernée si je peux aller la voir en disant écoute, j'ai eu ce discours-là, je sais pas si tu es au courant, est-ce que tu veux l'entendre, est-ce que tu veux que je te dise ce qui s'est voilà. Je préfère en fait avoir la discussion avec la personne concernée pour qu'elle soit mise au courant, qu'elle soit on va dire enclin, voir si elle doit répliquer à certains moments, qu'elle soit pas surprise en fait d'avoir ce genre de discours si c'est en face d'elle, parce que c'est bien joli d'avoir un discours derrière le dos de quelqu'un, mais quand tu es en face de quelqu'un, c'est encore autre chose. Mais par contre, si je vois que la personne en face, c'est que de l'inquiétude ou de l'ignorance, là, oui, je vais m'engager dans la conversation parce que je sais que j'ai possiblement une porte d'entrée sur faire évoluer la mentalité de cette personne-là et de lui apprendre que, en gros, ce qu'on nous apprend, on va dire, dans les magazines, etc., c'est faux. Ou prendre avec des pincettes sur beaucoup de choses et rendre cette ignorance plus intelligente, on va dire. Pas de les rendre, on va dire, fervents, défenseurs des personnes grosses, mais au moins moins ignorants et plus éveillés. Tu as fait un post sur Instagram qui dit « En 2025, moins de 1% des looks des Fashion Weeks étaient portés par des plus size. Est-ce que l'industrie de la mode aime les corps atypiques? Est-ce qu'il aime les grandes tailles ?» L'industrie de la mode aime la beauté atypique, mais pas forcément des corps. Dans le sens où on va, par exemple, beaucoup aimer, il y a eu une vague où ça va être, par exemple, le vitiligo, ça va être de l'hyperpigmentation, ça va être un handicap visible. Mais quand tu regardes bien, je pense à Winnie Harlow, c'est une mannequin qui est connue pour son vitiligo, elle a quand même un corps mannequin. Donc, pour moi, ils recherchent des beautés atypiques, mais dans un standard de corps. Et dans les grandes tailles à l'heure actuelle, c'est toujours les mêmes mannequins grande taille qu'on voit parce qu'elles sont acceptablement grosses, parce qu'elles ont une taille marquée, assez peu de ventre, des jolies hanches, des cuisses. En gros, tout ce qu'on aime en gros, la graisse bien placée, on va dire ça comme ça. Du coup, la mode n'est pas du tout ouverte au corps, parce que ça se voit en plus, ça revient sur la tendance de l'héroïne chic. On appelle ça maintenant l'Ozempic chic, donc maintenant, avec la hausse de l'Ozempic et du Mounjaro. Ouais, la mode est très réfractaire de base à tout ce qui est nouveau, qui sort des standards. C'est vraiment une industrie qui est vieillissante là-dessus et qui est très fermée d'esprit, malheureusement, alors qu'on est vraiment sur un univers qui est méga créatif, qui peut être une vraie critique de la société, etc. Mais quand on voit que la mode retourne à la minceur extrême, c'est l'image même de notre société, en fait. Ça montre que notre société est de retour dans une minceur extrême et qu'on revend ça comme la beauté suprême à avoir, quoi. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris, notamment sur les Fashion Week, etc. Pas forcément sur le prêt-à-porter, c'est que les mannequins sont pas du tout représentatifs des personnes qui vont acheter les vêtements. Jamais. Et je me suis toujours dit, mais en fait, c'est que le tissu il coûte trop cher ou Non, c'est que le nœud de la guerre, c'est qu'en études de mode, on nous apprend que la base, c'est du 36-38. Mais ça sort d'où ce chiffre-là? Non, mais c'est vrai. Là, moi, mon école, quand on faisait du modélisme, donc toute la partie coudre, création des patronages, etc., on nous a appris que la base, c'était du 36-38. En gros, on crée tous nos vêtements à partir de cette base-là. Personne ne remet ça en question. Alors, en fait, on essaye en tant qu'élève, mais c'est compliqué. Donc, ce qui fait que quand tu sors des écoles et que tu as envie de faire de la grande taille, tu es obligé de tout réapprendre parce qu'en fait, on t'a appris depuis 3 ans à faire du 36-38.
C'est en fait, à l'heure actuelle, ce qu'il faudrait, c'est que déjà dans les écoles, on ait au moins, tu sais, je demande pas non plus la lune, mais je demanderais au moins, tu sais, une semaine de sensibilisation ou un workshop autour de la grande taille sur qu'est-ce qui change au niveau des vêtements, parce que créer un vêtement en 46, c'est pas la même chose que créer un vêtement en 36. Il y a beaucoup de choses qui changent, etc. La structure du vêtement change, il y a tout qui change, mais on nous l'apprend pas. Même ne serait-ce que, même théoriquement parlant, on nous le dit pas. Voilà. On nous le dit pas, c'est peut-être une phrase dans l'année et c'est tout. Mais on n'a pas un vrai cours théorique ou pratique sur ça. Donc du coup, quand tu te retrouves dans le monde de la mode, bah oui, il y a plus de 36-38 parce que c'est sur ça qu'on nous apprend à dire c'est la norme. En gros, la norme, c'est créer un vêtement sur un 36-38, voire même un 34. Parce que moi, par exemple, mon mannequin à l'école, c'était un 36 et j'avais des amis qui étaient dans ma classe qui faisaient un 34-36 qui rentraient dedans facile. Hein. Ouais, du coup, ça veut dire que les méthodes d'apprentissage sont comme ça en France, mais par exemple, quand tu vas aux États-Unis ou en Angleterre, pour aller plus proche, je veux dire, tu as quand même plus de choix quand tu es une personne grosse de trouver des vêtements à ta taille quand tu vas en Angleterre que quand tu vas en France. Clairement. Mais parce que je pense qu'aussi, on est dans des pays. Alors, déjà, les États-Unis, je pense que c'est quelque chose à part parce qu'au niveau de la grosseur, de manière globale, est quand même beaucoup plus proéminente chez eux qu'en France ou en Angleterre. Je pense qu'en Angleterre, ce qu'ils ont, c'est que le mindset est différent. La manière de penser, de voir les choses est différente, ce qui fait qu'on a une approche du vêtement qui est différente. En France, on a ce côté très historique, haute couture. On a des grandes maisons et je pense qu'on a ça qui nous fait baigner là-dedans, qui fait qu'on a du mal à sortir de la zone de confort parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'on change l'écriture de l'histoire. L'écriture de l'histoire de la mode française, c'est construit sur du 36-38. Et si on bouge ça, bah, ça risque de tout ébranler, quoi. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça va pas changer de sitôt, quoi. Non, clairement pas. Ben, là, en fait, j'avais espoir, tu sais, genre pré-Covid, il y avait espoir, il y avait eu un peu un engouement autour du body positive, même si c'était un peu beaucoup de marketing, mais tu avais cette envie où tu dis, bon, c'est du marketing, peut-être qu'après, ça va vraiment changer. Les gens, des fois, ils se passent du marketing, et après, ils vont dire, ah, ça marche vraiment, donc on va vraiment investir, etc. Et après, pendant Covid, tout s'est arrêté. Et puis, post-Covid, là, il y a vraiment eu un avant-après. Et plus ça va, et plus on a une descente aux enfers au niveau des représentations des corps dans la mode, etc. Même pas forcément encore gros, hein, mais juste par exemple des personnes handicapées ou avec des limitations quelconques. On a beaucoup moins de représentation des corps marginalisés, en gros, de manière globale, dans la mode. Et c'est bien triste parce que ça montre à quel point dans notre société à l'heure actuelle, on est en train de mettre de côté mais plus de 50% de la population mondiale, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à l'heure actuelle, les corps qu'on nous montre dans les magazines, je pense que c'est même pas 1% des corps qu'on a à l'heure actuelle dans le monde. Ça, c'est sûr. Donc du coup, on est en train de se baser sur des corps qui sont déjà irréels parce qu'ils sont retouchés à mort, qui sont malades, parce qu'on sait très bien que beaucoup de mannequins sont anorexiques ou ont des TCA à cause de ce système-là. Et du coup, et en plus, c'est très bobotisé, glamourisé, bourgeoisisé, tout ça. Enfin bref, en plus, c'est très la femme blanche, mince, voilà, c'est... Ça, c'est aussi un autre sujet, hein, mais on a ce côté-là où on veut vraiment que tout soit très, très lisse, quoi. Toi, tu as été mannequin grande taille. Tu l'es toujours? Toujours. Alors, j'ai commencé en tant que modèle photo. Mes parents m'ont offert mon premier shooting photo à mes 14 ans. Ça a été un déclic, j'ai adoré. C'est-à-dire que tous les ans après mon anniversaire, j'avais un shooting photo avec le même photographe, c'était trop bien. Et quand je suis partie du coup de Montpellier pour faire mes études supérieures, c'est là où j'ai commencé à faire des photos avec d'autres photographes. Et j'ai eu plein d'opportunités depuis que je suis montée sur Paris pour des magazines, pour des marques de vêtements, pour des projets photos avec des photographes, etc. J'adore ça. Moi, la photothérapie, c'est ce qui m'a sauvée aussi dans la vision que j'avais de moi-même. Et dans la vision que j'ai toujours de moi-même, ça m'aide beaucoup de faire de la photo. Ça permet de voir son corps dans un dynamisme différent que dans la vie quotidienne, de le rendre, un peu le glamouriser un petit peu, ça fait pas de mal aussi. Donc ouais, j'aime beaucoup ça.
Ça serait aussi un métier que j'aimerais bien faire à temps plein, honnêtement, parce que c'est tellement enrichissant de voir autant de personnes, de voyager, de découvrir les marques, de découvrir comment ils ont réussi à arriver jusqu'à là pour avoir le produit. Non, franchement, c'est un métier qui est humainement parlant. Moi, je sais que j'ai eu de la chance, je suis tombée que sur des équipes incroyables et ça m'a appris énormément de choses. Et puis même, ne serait-ce que... Moi, je conseille à tout le monde de faire un shooting photo au moins une fois dans sa vie. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Genre, faites-le au moins une fois dans votre vie parce que le photographe, il va avoir une vision de vous que vous aurez jamais imaginée. Et je trouve que c'est une des meilleures façons de renouer quelque chose avec son corps. Du coup, si tu devais utiliser un mot pour décrire ton expérience en tant que mannequin grande taille, ce serait quoi? Exceptionnel. Ouais, exceptionnel, clairement. Est-ce que c'est ce qui t'a donné l'envie de créer ta propre entreprise? Alors, on va parler de Navarro Studio. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a permis de te lancer dans Navarro Studio? Enfin, explique-moi ce que c'est Navarro Studio, comment c'est né, depuis combien de temps ça existe? Ok, alors c'est Navarroma. Navarroma, c'est le mélange entre Navarro, donc mon nom de famille de mon père, et Roma, le nom de famille de ma mère. J'ai mixé tout ça et ça fait Navarroma parce que je voulais que mes deux noms de famille soient perpétués dans ma vie de n'importe quelle façon d'ailleurs que ça soit. Navarroma Studio de base, c'est mon freelance, en gros. C'est là où je fais ma com, et le stylisme, c'est sous cette entreprise-là que je travaille du coup, en tant qu'auto-entreprise. Mais j'ai pour projet que ce nom-là devienne une marque de vêtements. J'ai pour projet depuis ma seconde de créer des vêtements pour les personnes grosses. Que ce soit autant dans du luxe que dans du prêt-à-porter pour tout le monde. Donc c'est vraiment, en gros, j'ai vraiment une visibilité sur 5-6 ans de ce nom-là, qui va devenir, j'espère, bien plus gros que ce qui ne l'est à l'heure actuelle. En tout cas, j'ambitionne ça, donc je vais tout faire pour. Donc Navarroma Studio a pour ambition d'être une marque de vêtements en grande taille, qui va aller sur des fashion week, qui va faire un gros fuck à tout le monde à l'industrie de la mode, qui va aussi permettre d'habiller une génération de femmes, parce que je ferai de la mode féminine du coup, sans qu'il y ait ce souci de je sais pas où trouver mes vêtements, qu'il y ait au moins une marque sur laquelle ils aient un référent. C'est un projet qui me tient à cœur depuis quasiment 10 ans, du coup ça me rajeunit pas du tout. Mais c'est un projet que j'ambitionne depuis une belle lurette. Et c'est ça qui m'a fait tenir dans mes études de mode, qui me frustrait parce que je ne pouvais pas faire de la grande taille, c'était très compliqué, etc. Mais je me dis, Mathilde, tu fais ça pour ça. En fait, il faut savoir que la mode, je ne suis pas du tout rentrée par passion à la base, je suis rentrée par nécessité. C'est-à-dire que je ne trouvais pas de vêtements à ma taille ou des vêtements qui me plaisaient. J'ai fait, très bien, je vais me les faire. Du coup, donc la passion est arrivée après, parce que je me suis renseignée, j'ai découvert des créateurs de mode qui m'ont touchée particulièrement, comme Mugler ou Jean-Paul Gaultier. Mais du coup, de base, moi, je suis rentrée là-dedans parce que je trouvais pas ce que je voulais. Et j'ai fait très bien. Moi, quand je vais rentrer dedans, les prochaines générations de femmes, elles vont pas vivre ce que j'ai vécu. Elles vont trouver des vêtements. C'était, en gros, le topo. C'était ça. Et donc, du coup, Navarroma Studio a pour ambition, du coup, d'habiller des personnes grosses. De tout budget, de tout horizon, du coup. Vu qu'elle veut faire autant du luxe que du prêt-à-porter. Et créativement parlant, en fait, montrer que les personnes grosses, on en a en fait. On a envie d'être tendance, on a envie d'être vu, on n'a pas envie d'être caché sous des vêtements uniformes, noirs, moches. On a envie de porter des vêtements et pas que les vêtements nous portent, quoi. Ouais, c'est bien dit ça. Ouais. Et du coup, tu collabores avec, actuellement en tout cas, tu collabores avec des prestataires, comment ça se passe? Pour l'instant, c'est encore un projet purement dans les cartons. J'ai pour projet, en fait, première fois que je le dis à haute voix et sûrement qu'il va être publié, que d'ici mes 30 ans, la marque voit le jour. Donc j'ai 4 ans devant moi pour monter tout ça. Parce que c'est un projet que j'ambitionne et qui est très ambitieux, surtout parce que je veux jouer sur 2 plans, c'est-à-dire le luxe et le prêt-à-porter. Donc c'est un investissement aussi qui est différent. Donc du coup,
Le projet est dans les cartons depuis longtemps. J'ai déjà commencé à réfléchir à ça quand j'étais en master. Sur certains exercices, on devait imaginer une marque. Et donc, du coup, comme j'ai eu des amis qui étaient très cool, on utilisait ma marque, du coup, en exercice. Donc, ça me permettait de la développer, de voir un peu concrètement, d'avoir des exemples concrets et monter mon dossier, on va dire, administratif, si on peut dire ça comme ça. Mais donc, du coup, ouais, c'est un projet qui va voir le jour. Ça, j'en suis sûre. Comment? Ben, je ne sais pas encore comment. Mais en tout cas, il verra le jour, c'est sûr, à un moment donné, même si au départ, c'est juste une collab avec une marque, ça sera une collab avec une marque. S'il faut que je fasse comme ça au début, ben, je ferai comme ça au début. Mais c'est un projet que même s'il doit attendre 20 ans, j'attendrai 20 ans, mais il verra le jour. Parce que moi, en tant que, pour la petite fille de Mathilde de 14 ans, je le ferai pour elle. J'ai vraiment besoin de le faire. Est-ce que toi, tu fais actuellement tes propres vêtements? Alors non, parce que je suis très nulle à ça. Non, mais non, en fait, il faut que je reprenne la couture. Honnêtement, il faut que je reprenne confiance en moi là-dessus. C'est pas là où j'excelle le plus. Par contre, je suis très douée. Je considère que je suis douée plutôt dans le dessin. Je peux t'imaginer une tenue, etc. Il n'y a pas de souci. Je peux te la dessiner, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, comme dirait ma prof, je vois que tu as compris dans ton regard, mais quand tu le fais, ça se voit pas. Je fais oui, je sais. Voilà. Mais j'ai pour projet de reprendre la couture. J'ai une amie qui a un atelier de couture, qui fait de la couture pour elle et pour des projets à l'extérieur, qui a accepté qu'en septembre, je rentre dans son atelier sur un petit peu pour me réapproprier un peu ça. Parce que ça manque en vrai de coudre, honnêtement, de pas pouvoir créer ce que je veux, etc. Ça me manque. Donc du coup, mais je sais que j'ai besoin d'un petit coup de boost de quelqu'un pour me dire, allez, on y va. Non, mais attends, rien que la machine à coudre, c'est un investissement. Hein. Ah, mais je l'ai déjà. Le pire, c'est que j'ai tout le matos parce que j'ai tout mon matos d'étudiante. Pour Du coup. l'école, ouais. Et j'avais demandé l'année dernière un buste de mannequin grande taille. Donc, j'ai vraiment aucune excuse à l'heure actuelle. J'ai tout le matos. J'ai aucune excuse à l'heure actuelle de ne pas coudre. Est-ce que tu as d'autres projets en prévision, mis à part Navaroma Studio ou en lien avec Navaroma Studio? Il y a des projets annexes comme la photo, que ce soit en tant que modèle ou en tant que photographe. C'est des choses que j'ai envie de développer, continuer à développer. J'aimerais dans le Navaroma Studio, que ce soit autant dans la marque que dans ma freelance, j'aimerais accompagner des marques qui sont engagées, qui veulent, ou alors des marques qui veulent faire de la grande taille mais qui savent pas comment faire. Donc du coup, quand même être comme une consultante, c'est quelque chose qui serait déjà pour moi très formateur et très valorisant, je trouve, qu'on me demande des informations sur comment faire les choses, etc. Dans tout ce qui est inclusivité, en fait, de manière générale, j'ai un très fort tempérament et donc du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec des marques qui sont engagées là-dessus ou qui ont un parti pris qui est très clivant, mais dans le bon sens du terme. Et donc du coup, moi, travailler avec des personnes comme The Field, le studio de danse avec qui je travaille et avec qui je fais mes cours de danse, c'est un studio qui est très engagé dans ses valeurs humaines. Et donc, du coup, pour moi, c'est juste génial de travailler là-bas parce que, humainement parlant, c'est hyper enrichissant. Voilà. Donc, du coup, je dirais la marque et toute la partie freelance, évidemment, à développer parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément faire. Et après, mes projets annexes qui me stimulent, c'est-à-dire, du coup, la photo en tant que modèle et photographe, du coup. La création de contenu, autant adulte que même création de contenu que je fais sur les réseaux depuis maintenant... ça va faire 10 ans, parce que j'ai commencé à 17 ans. Donc du coup, continuer tout ça, et parce que c'est des choses qui sont créativement parlant, me stimulent différemment, mais se complètent, parce que c'est toujours la même question, c'est le corps qui reste au centre de tout ça. Donc du coup, qui vivra verra. Mais je sais que j'ai toujours plein de projets en tête, c'est catastrophique, mais je sais pas tenir en place. Je peux pas faire qu'une. C'est pas Non, mais je sais pas faire qu'une seule chose. Je m'ennuie très vite sinon. Donc du coup, j'ai besoin de faire plusieurs choses parce que chaque chose me rend compte alimente les autres indirectement ou directement, et du coup, ça m'aide à faire certaines tâches et tout. Et je suis là, ah bah oui, en fait, c'est cool. On va passer à la dernière partie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure avant qu'on passe à la suite? De manière globale ou précise, comme tu veux.
Bah, juste croyez en vous et faites ce que vous avez envie de faire. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas compétent ou vous n'êtes pas légitime à. Créez votre place s'il faut la créer. Je sais que ça va être chiant et ça va être douloureux, ça va être demander beaucoup de choses, beaucoup de temps et d'énergie, mais à un moment donné, faites-le pour vous et faites-le pour les personnes derrière qui attendent peut-être quelqu'un. Une lumière au bout du tunnel, et pas soyez la lumière au bout du tunnel de quelqu'un. Alors, la dernière partie, ça s'appelle l'instant photo. L'idée, c'est que je te présente des images ou des photos et que tu réagisses à chaud dessus. Si tu ne souhaites pas réagir, tu me dis je n'ai rien à dire, je souhaite passer à la suivante. Voilà. Alors, la première image, c'est celle-ci. Oh. Alors, je vois Virginie Grossa porter une pancarte avec gros n'est pas un gros mot. Et je suis totalement d'accord avec ça. C'est quand la photo est sortie, j'ai trouvé ça très juste. Venant en plus de Virginie Grossa, qui à l'heure actuelle est une étoile montante au niveau de l'influence grosse. Et voilà, et même d'une influenceuse femme, un parcours incroyable. Avoir quelqu'un qui est aussi médiatisé à l'heure actuelle et porter ce terme-là, enfin gros n'est pas un gros mot, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un peu dédramatiser ce terme-là et l'utiliser dans notre langage sans le côté péjoratif de la chose. Alors, la suivante, c'est celle-ci. Donc, c'est une photo de moi avec écrit Stop trying to love yourself every day. Donc, ça repart un peu sur le thème du body positive qui peut être assez malsain sur le fait de vouloir toujours s'aimer tout le temps, tous les jours, alors qu'il y a des jours où on a le droit de ne pas s'aimer et c'est OK. Et je le répète, c'est OK de ne pas s'aimer tous les jours, c'est fatigant, c'est éreintant, surtout dans une société dans laquelle on nous inflige énormément de visuels, énormément d'injonctions sur notre corps. Je trouve que la manière la plus saine de s'aimer, c'est de ne pas s'aimer tout le temps, au final. Et la dernière, c'est celle-là. Alors, il y a écrit fierté en grand, en gras. Je pense que c'est un mot, un état d'esprit que j'ai eu du mal à avoir. J'ai mis du temps à être fière de moi. Parce que beaucoup de syndrome de l'imposteur et aussi j'avais une très mauvaise estime de moi-même. Donc je dirais fierté d'être grosse à l'heure actuelle, très très fière. Très très fière. Oui, c'est très français ce que tu viens de dire, Mathilde. Très très fière de l'être, très très fière de la femme que je suis devenue et fière de manière générale des femmes, si on peut globaliser un peu tout ça, des femmes qui m'entourent et des femmes qui m'entourent pas, mais qui sont sur les réseaux, qui à l'heure actuelle se battent pour leurs droits à n'importe quel pays, etc. Je pense que on m'a demandé en fait qu'est-ce qui me donnait ma force sur Instagram et c'est vraiment les femmes qui m'entourent. Et les femmes qui m'entourent m'ont beaucoup aidée et à me rendre fière et je suis fière de ces femmes-là et de toutes les femmes en fait du monde entier parce qu'on se bat tous pour les mêmes choses.